Oui, le climat, vous avez entendu Vincent Courcillot. Je voudrais donner la parole à Michel Petit. Voilà, qu'est-ce que vous répondez, Michel Petit, à un certain nombre de remises en cause des instruments de mesure, des thermomètres, des conséquences de la chaleur de ces dernières années. Moi, je n'avais pas compris les choses comme ça, mais répondez, c'est à vous. Je vais essayer d'être très rapide. L'atmosphère et le climat constituent un système complexe, non linéaire, dont le comportement est essentiellement aléatoire. Aucune année ne ressemble à la précédente. Et comme Vincent nous l'a rappelé, il est tout à fait clair qu'il faut faire des moyennes pour avoir des chiffres qui ont une valeur significative. Alors, ce qui ne m'a pas convaincu dans l'exposé de Vincent, c'est que la plupart du temps, il s'est contenté de s'intéresser à des aires géographiques limitées et à des périodes limitées. Et par conséquent, ça me semble être un problème réel de toute son approche. Alors maintenant, quant à la conclusion qu'il en a tirée, que le Soleil jouait un rôle important, je crois que personne n'en doute, et en particulier, jusqu'à 1950, il est probable que le Soleil expliquait une grande partie des variations climatiques que nous avons observées. Alors maintenant, pourquoi est-ce que, à l'instar de l'immense majorité des scientifiques qui travaillent mondialement sur le sujet, je ne partage pas l'optimisme de Vincent sur le fait que le réchauffement climatique est essentiellement dû au Soleil et que le Soleil, miraculeusement, va nous arranger tout ça dans les années à venir. Et la raison suivante. La physique du fonctionnement du système climatique, elle est parfaitement connue. Elle repose sur les lois de la dynamique des fluides. Ces lois, on peut effectivement les modéliser et on peut reconstruire à partir de zéro sur ordinateur une planète complètement virtuelle dans laquelle on est capable de reproduire à partir de zéro le comportement de l'ensemble du système climatique avec les moussons, les variations de ces moussons, la variabilité même que j'évoquais au début de ce système intrinsèque. Et ces modèles sont finalement des modèles qui ont une certaine similitude avec les modèles par lesquels on simule le comportement d'un avion avant même de l'avoir fabriqué. Et on est capable maintenant de savoir comment va se comporter un avion avant même qu'on ait commencé à le monter à partir de son dessin. Et ces modèles sont les modèles qui sont utilisés pour faire les prévisions à moyen terme que nous connaissons tous. Et moi, je sais depuis la fin de la semaine dernière, comme tout le monde qui a consulté le site de Météo France, qu'on aurait beau temps à Aix aujourd'hui, alors que sur l'ensemble du reste de la France, on a un temps plus doux que la semaine dernière, mais pluvieux. Bon, ça, c'est des choses donc qui sont parfaitement établies et les plaisanteries que vous faisiez tout à l'heure, Monsieur Chalmin, sur les modèles économiques qui n'étaient pas plus prévisibles que les modèles climatiques, ça correspond à une vision de la climatologie qui est complètement datée. Au jour d'aujourd'hui, on sait parfaitement prévoir une semaine à l'avance, en gros, quelle sera la situation climatique sur l'ensemble de la France grâce à ces modèles. La situation météorologique, absolument, absolument. Météorologique, c'est tout absolument, je suis d'accord. Une semaine, mais pas plus. Alors, une semaine, mais pas plus pour ce qui est... Sur la météo. Sur le chaos après, sur la météo, mais par contre, pas sur le climat. Et comme je disais tout à l'heure, ces modèles sont capables de reproduire les moussons avec leur variabilité interannuelle et ce genre de choses. Donc il y a des modèles qui ont été fabriqués à partir de rien et comme nous l'a montré lui-même Vincent, ces modèles sont parfaitement capables de reproduire les observations des températures qu'on a faites. Et par conséquent, pour que Vincent ait raison, il faudrait en plus qu'il nous démontre que le comportement
des gaz à effet de serre, dont on comprend bien par quelle physique elle se produit, n'est pas capable de reproduire ces informations. En quoi les modèles n'ont pas modélisé correctement l'effet de serre. Et effectivement, non seulement on a bien une observation correcte, une reproduction correcte de la température, mais on dispose à l'heure actuelle de mesures de plus en plus précises de l'évolution du contenu de chaleur de l'océan. Vincent nous a dit justement tout à l'heure qu'une bonne partie de l'énergie, une fraction essentielle, 93% de l'énergie stockée par l'ensemble de la planète, elle est dans les océans. Donc effectivement, lorsqu'on mesure l'élévation de température à toutes les profondeurs de l'océan, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, on a eu également une augmentation du contenu de chaleur de l'océan que les modèles, là encore, sont parfaitement capables de reproduire. Alors, je mentionnerai, pour terminer, juste un petit point. Tout de même, je veux bien que le réchauffement climatique se soit arrêté, mais il n'empêche que l'année dernière, nous avons eu la banquise en septembre, la plus mince et la plus limitée en amplitude géographique que nous n'ayons jamais connue précédemment. Alors, il est tout à fait vrai qu'au cours des 10 dernières années, on ne peut pas dire que la température elle est statistiquement bougée, mais il n'empêche que ces 10 dernières années, en moyenne, ont été plus chaudes que les 10 années précédentes. Donc, attendons pour ça, on verra bien, ça ne sert à rien de se disputer pour savoir comment ça va évoluer, on va bien voir comment ça va évoluer, mais moi, en tant que citoyen, je dis que l'humanité serait bien avisée d'essayer de limiter ces émissions de gaz à effet de serre qui, d'après les modélisations physiques qu'on a fait du phénomène, sont susceptibles d'entraîner des variations de température que nous a rappelé ce matin le secrétaire général de l'OCDE. Et effectivement, à l'heure actuelle, nous sommes plutôt sur une trajectoire qui correspondrait à une augmentation de température moyenne de l'ordre de 4 degrés estimée par les modèles. Alors si en plus Vincent a raison et que le soleil s'en mêle, je ne sais pas où on va, mais peut-être que bien, c'est autre chose. Donc on a cette augmentation en moyenne de 4 degrés, et 4 degrés en moyenne sur l'ensemble du globe, dans la mesure où les océans ont une inertie plus grande que les terres émergées. Ça veut dire qu'en France, on aurait quelque chose qui serait de l'ordre de 7 degrés, si vous voulez, et puis qu'on aurait une dizaine de degrés comme augmentation de la température dans l'Arctique. C'est ça ce que prévoient les simulations les plus réalistes dont on dispose au jour d'aujourd'hui. Voilà, alors, ce que je vous propose, peut-être en 1 minute, ça peut aller, Vincent Courtillot, parce que je voudrais donner la parole Si je ne réponds pas, c'est pas au public. Oui, voilà. Allez, allez-y. Alors, je vais être rapide, mais merci Michel. Tout ce que tu as dit était clair. Une partie de ce que tu as dit, nous le partageons. Je vais donc uniquement et très vite, laconiquement, sauf sur un point, répondre. Mais vous comprendrez que je n'ai pas le temps de donner tous les arguments. Aire géographique et période limitée limitant la qualité du travail que nous avons fait et ses conséquences, je ne comprends pas cette critique. Nous avons au moins étudié autant d'aires, etc., que le GIEC. Il n'y a pas de différence sur les zones où c'est appliqué, les périodes, et au contraire, on a regardé des périodes supplémentaires. Donc, je crois que cette critique-là tombe absolument. Deuxièmement, nous sommes optimistes. Qu'est-ce que c'est que l'optimisme ? Je dis souvent, et je le redis ici une fois de plus, je pense qu'entre des gens comme Michel et moi, le débat, comme vous le verrez, est amical et comme il doit être en science. Une science sans débat, c'est un problème résolu, c'est plus de la recherche, ça ne nous intéresse plus. Donc, premièrement, le débat, c'est noble et essentiel, à condition que ça soit correct, comme c'est le cas quand je parle à Michel Petit, à Hervé Letreux. J'arrête ma liste là, parce qu'il y en a d'autres avec lesquels ce n'est pas le cas. Ce que je voudrais dire et qui est extrêmement important, c'est qu'on confond souvent la réponse à deux questions. La question est-ce vrai ou faux, et la question est-ce bon ou mauvais. La première se pose aux scientifiques, la seconde aux citoyens, aux philosophes, à ce que vous voulez. Ce n'est pas la même chose. Dès qu'on mélange les deux, on est gêné.
Quand nous avons commencé à étudier et que nous avons eu l'impression que le réchauffement climatique n'était pas dû, etc., il n'a pas été considéré seulement que nous nous trompions scientifiquement, ce qui était absolument licite, il a été considéré que c'était mal de le dire. Heureusement, cette période de grande intolérance et de dogmatisme dont existent sur le web de nombreux témoignages enregistrés qu'ont oublié certains des protagonistes, mais qu'on retrouve facilement, qui nous ont fait insulter, y compris par les journalistes du Monde et de Libération, traités de faussaires, un scientifique traité de faussaire, c'est pas rien, c'était il y a 5 ou 6 ans, on s'en est éloigné, tant mieux, les choses se pacifient. Pourquoi est-ce que je ne veux pas confondre ces deux réponses ? Parce que je ne sais pas si le réchauffement, c'est bon ou mauvais. Et j'avoue là, à titre de citoyen scientifique, sans avoir le temps de le développer, je ne suis pas du tout sûr. Je ne pense pas que ça va se réchauffer autant qu'ils le disent. Et je pense en plus, alors c'est pire, que si ça se réchauffait, ça serait peut-être plutôt mieux. Et je ne crois pas du tout que le réchauffement soit la catastrophe qu'on nous représente. Je pense que des variations de ce type ont toujours existé. Je rappelle qu'en l'an 1000, on faisait du vin de bonne qualité dans le bassin de Londres, qu'une augmentation de 1 degré, ça fait monter les ceintures climatiques de 150 km environ. Est-ce que vous êtes désespéré si en quelques dizaines d'années, les ceintures climatiques se déplacent de 150 km vers le nord? Alors je pense que ça n'aura pas lieu, mais si ça avait lieu, si ça se trouve, la plupart des gens trouveraient ça plutôt mieux que mal. Et donc le changement climatique vu à Moscou, vu à Paris et vu à Tombouctou, c'est pas du tout pareil. Le chauffage, la sécheresse, à Moscou on peut adorer et à Tombouctou détester et inversement. Donc j'insiste sur cet effort qu'il faut faire de ne pas mélanger, et en plus je ne suis pas sûr que les conséquences géographiques et autres soient désastreuses. Si vous lisez la presse, en 1920, après le refroidissement que je vous ai montré, les articles du journaux que nous avons retrouvés montraient que c'était la catastrophe annoncée de refroidissement. En 1940, ça venait de monter pendant 30 ans. Vous retrouverez les journaux des années 40, c'était « on va cramer ». 1970, je m'en souviens très bien, j'étais étudiant, les journaux, le New York Times annonçait qu'on allait vers une nouvelle glaciation. Il y avait même des articles recommandant d'envoyer du CO2 dans l'effet de serre pour arrêter la glaciation. Ça vient de réchauffer pendant 30 ans. Tout le monde a peur du chaud. Il y a un plateau, moi je vous dis, il va durer 30 ans. Dans quelques années, on va nous dire « aïe, 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 attention, ça va refroidir ». Donc c'est juste des remarques pour faire un peu peser les choses. Là où c'est beaucoup plus sérieux dans ce que dit Michel, et où il est incontestable que nous avons un différent scientifique important et tout à fait respectable à mon avis, c'est quand il utilise très souvent le terme parfaitement, les choses parfaitement connues. Quand on génère à partir d'équations qu'on a écrites, une planète virtuelle dont on explique le climat, heureusement qu'on arrive à expliquer... Vincent se recule un peu. Pardon. Voilà. Parce que le micro est très sensible. Je vous demande pardon. Heureusement qu'on arrive à expliquer les résultats d'une planète... Encore moi, je suis trop près. Oui, mais c'est les micros sont très sensibles, il ne faut pas être tout près. Voilà. Non, 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 non. Un petit peu moins. Oui, vous exagérez toujours. Le modérateur est biaisé. Alors, je continue. Là, c'est vraiment sur ces histoires de programmation. Heureusement qu'une planète virtuelle dont on établit les équations, le fonctionnement, qui est un outil de découverte et d'exploration extrêmement important, utile et essentiel, heureusement que ça redonne les mêmes résultats. Le problème, c'est si on a raté un phénomène et qu'on ne l'a pas mis dedans. Et là, on tombe, je n'insiste pas trop là-dessus, sur la notion d'existence et d'unicité que beaucoup d'entre vous connaissez. Ce n'est pas parce qu'un modèle explique les observations qu'il est forcément le seul. Ça montre qu'il existe une solution, c'est peut-être la bonne, mais il peut y en avoir d'autres. En plus, je prétends, et ça je sais que nous avons un désaccord, que les données de température que nous avons recalculées montrent que les modèles au cours du XXe siècle, contrairement à ce qui était dit sur la base de données légèrement erronées, et quand je dis légèrement, c'est une litote, ils n'expliquent pas les observations. Le réchauffement des années 30 en Amérique n'est pas expliqué, la marche d'escalier de la température en Europe est complètement lissée, ça veut dire qu'on passe à côté de phénomènes essentiels, à mon avis. On conclut, on peut donner la parole au public parce que là, j'ai encore 3 points très importants qu'a développé mon collègue et ami Michel. Dépêchez. La sensibilité de l'atmosphère. Je ne suis pas d'accord avec toi, Michel, sur le fait que les modèles actuels calculent tout ex nihilo. Il y a un certain nombre de paramètres qui sont ajustés, qui ne sont pas simplement définis sur la physique de base, et le plus important d'entre eux est la sensibilité. Ne pas avoir entendu parler de ce qu'est la sensibilité de l'atmosphère au gaz carbonique, quel que soit le point de vue qu'on en a, est un manque. Et donc, je vais en parler puisqu'on n'en a pas encore parlé. La sensibilité, c'est la température dont augmenterait l'atmosphère moyenne de surface si on doublait la quantité de gaz carbonique par rapport à la teneur pré-industrielle qui est de 280 parties par million, comme on le rappelait ce matin. On n'y est pas encore, on n'est pas à 500, à 2 fois 280 égale 560, on est à 380, ce qui n'est pas du tout négligeable, mais on n'y est pas encore. Tout le monde,
les pros et les contre, et d'accord avec le fait qu'une atmosphère sèche avec ce CO2-là, la température augmenterait d'1 degré. Ça s'appelle la sensibilité. Le problème, c'est que le plus important gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Il y en a beaucoup plus, et elle a un effet beaucoup plus grand. Et il y a un effet de contre-réaction. Et parce que l'eau existe sous les 3 phases, liquide, solide, gazeuse, qu'il y a des chaleurs latentes, qu'il y a la neige, le machin, c'est hyper difficile. On ne sait pas encore bien modéliser l'effet de l'eau. Et donc, on fait l'hypothèse d'un coefficient de contre-réaction. Les gens majoritaires du GIEC, dans le rapport 2007, mettent ce coefficient entre 2,5 et 4,5. Et le 1 degré du gaz carbonique, sur lequel moi aussi je suis d'accord, devient 2,5 à 4,5. Une école plus récente, type GIEC, redescend, comme je l'ai dit, ces chiffres à 1,5 à 3,5. C'est publié dans Science, c'est récent, c'est une équipe totalement GIECiste. Et un autre chercheur, Richard Lindzen, qui est un grand climatologue qui a la chaire de climato du MIT, lui pense que l'effet de contre-réaction est dans l'autre sens, que quand on chauffe l'atmosphère dans les régions intertropicales, on évapore l'eau, on fait des nuages, plus il y a de nuages, plus on renvoie de lumière du soleil. Il appelle ça l'effet iris. Quand on vous envoie de la lumière dans l'œil, votre iris se ferme pour diminuer la quantité reçue. Quand la Terre se fait chauffer plus, elle évapore plus, elle renvoie plus. Et donc Lindzen dit que le 1 degré du gaz carbonique, il est diminué et qu'il tombe à 0,7. Il y a un débat, j'ai une préférence, mais je ne sais pas démontrer qui a raison. On ne peut pas dire que le débat est clos, et ce chiffre qu'est la sensibilité, c'est un paramètre que tant qu'on ne l'a pas bien compris et qu'on n'a pas compris les nuages, on met dans les programmes, pas à partir de la physique quantique ex nihilo comme l'effet de serre, hein, mais on le met dedans. Ça, c'est important. Alors, Dernier point. Je vous interromps là vite fait, parce que là, on ne pourra pas donner la parole aux gens. Je finis un tout petit peu sur un point. Oui, mais c'est fondamental ce qu'a dit Michel. Et s'il n'y a pas de réponse à ce qu'il a dit, il restera dans la tête des gens ce qu'il a dit. Je suis désolé. Je veux que tout le monde s'exprime. Hein. Je veux vous dire une dernière chose sur laquelle nous ne pouvons pas ne pas être d'accord, Michel et moi. Oui, les 10 dernières années contiennent 10 des plus chaudes années du dernier siècle et demi. Vous l'avez vu sur les figures que je vous ai montrées, à cause de la variabilité. Mais oui, il y a 15 ans que le gradient est à plat. Les deux choses sont vraies en même temps. Elles sont mathématiquement obligatoires. Ça a monté pendant 30 ans et c'est un plateau depuis 15 ans et ça gigote. Tous les records sont là. Mais quand un journaliste se contente, à la radio, pas vous, de dire on a les 10 records, tout le monde entend, ça continue à chauffer et n'entend pas, ça ne chauffe plus depuis 15 ans. Les deux sont totalement compatibles. Suivant le message que vous entendez, vous partez avec un avis complètement différent. Donc il faut faire son boulot correctement. Oui, il y a les 10 températures les plus fortes et c'est une évidence, mais ça ne croît plus. Ne partez pas en croyant que ça continue à croître. C'est pas vrai. Je voudrais juste... Bon, Michel Petit, en un mot, et puis après. Dire juste un tout petit mot. Voilà. Cette histoire de sensibilité... Tout le monde reconnaît qu'il y a effectivement une incertitude sur la sensibilité et cette incertitude, elle est fondamentalement liée à la difficulté qu'ont les modèles à simuler les phénomènes de petite échelle. Donc nous sommes bien d'accord là-dessus qu'il existe une fourchette de sensibilité et c'est pour ça que sur les diagrammes que vous avez vus, vous n'avez pas une courbe rouge et une courbe bleue, mais qui vous a montré Vincent, mais une bande. Il y a effectivement une incertitude liée en particulier au comportement de la vapeur d'eau. C'est parfaitement exact, c'est parfaitement connu, mais il n'empêche que ceci est reflété dans les barres d'erreur qui nous ont été projetées par Vincent ce matin. Et par conséquent, mes chers amis, croyez-moi, soyons prudents. Voilà, alors quelques réactions. En tout cas, je note une chose, c'est la nécessité absolue de renforcer les crédits de recherche sur le climat. Ça me paraît très clair. Allez, à vous. François Toussaint, à nouveau. Au niveau du Haut Conseil de santé publique, je ne sais pas si on doit rester prudent, mais en tout cas, je reste dubitatif. Essentiellement pour 2 points. Vincent, vous nous dites qu'il faut prendre 30 ans, et puis vous résumez votre dernier propos, il y a une seconde, à 15 ans. Petite contradiction. Deuxième contradiction, vous nous dites sur l'INSEE en 2006, les chiffres s'arrêtent en 90 et ensuite il y a les 9 des 10 derniers records, des 10 dernières années, dans lesquels parmi celles qui vont avoir un impact sanitaire, parce que je ne sais pas moi non plus si c'est bon ou mauvais, par contre ce que l'on sait c'est qu'effectivement on va avoir quelques conséquences. 2003 en est une, 35 000 décès en Europe, 15 000 décès en France sur 3 semaines de canicule. Or, ces élévations ne sont pas les élévations moyennes, ce sont aussi des événements extrêmes.
et la variabilité, c'est-à-dire peut-être une forme de perte de régulation, on le sait, vont pouvoir donner aussi des événements extrêmes qui peuvent aller dans les deux sens et sur lesquels on va avoir des conséquences qui peuvent être importantes pour les populations et pour les citoyens. 2012 fait partie d'une sécheresse qui a été l'une des plus élevées aux États-Unis, et Philippe Chalmin nous dira de combien la production de maïs a reculé à ce moment-là, mais sur 47 des 48 États, on a battu les records de 2006 et on est arrivé aux États-Unis, et d'ailleurs sur le pourtour méditerranéen la même année, 50 degrés à Marrakech a tapé là aussi des records qui sont surprenant. À nouveau, je me pose la question de ce que sont ces conséquences, sachant que 2010 a vu en Russie l'équivalent de ces vagues de chaleur avec à nouveau des dizaines de milliers de morts, difficile à préciser, mais sur lequel on a bien, après 40 plans proposés par les industries militaires, la défense américaine, les Européens, les plans de la santé suédoise, anglaise, française, petit à petit, y compris le PNAC, Plan national d'adaptation au changement climatique du ministère de l'écologie, a anticipé un certain nombre de ce que sont les impacts sanitaires potentiels de ces modifications. Donc là, je pense qu'il est important de trouver, et je suis d'accord avec vous dans l'observation, la seule vérité de la nature, mais surtout d'en anticiper un tout petit peu plus précisément ce vers quoi nous tendons. Voilà, merci. Je pense qu'il n'y a pas besoin de donner de réponse. Il y a un certain nombre d'éléments qui ont été... Non, mais... Je veux dire, non, mais c'est pas les tables rondes de Vincent Courtillot, c'est une table ronde, donc je voudrais donner la parole à tout le monde, et notamment à Philippe Chalmin qui réclamait la parole depuis quelques minutes. J'ai compris qu'il a posé des questions. Oui, Bon. moi je vous ai écouté, alors comme Marc Guillaume, on ne va pas arbitrer. Il me semble quand même que ce genre de débat, on les a déjà eus autrefois, et que s'ils ont autant d'importance aujourd'hui, c'est qu'ils sont une illustration de ce que je disais tout à l'heure, en l'absence de nouvelles idéologies, finalement, le corps social fait porter à l'échec du capitalisme la responsabilité de ce qu'il interprète comme des dérèglements. Vous venez de citer, alors là vous étiez dans mes zones de compétences, les problèmes climatiques et leur incidence sur les récoltes. C'est vrai que l'année dernière, nous avons connu aux États-Unis une sécheresse majeure. Et que la température... Alors moi je me suis retrouvé dans votre courbe, car la température moyenne au mois de juillet aux États-Unis a été la plus forte que l'on avait connue depuis 1936. Et il me semble que vous avez dit dans votre exposé, à un moment on voit la courbe et on voit que la température en Amérique du Nord, en 2012, elle est presque au niveau des années 30. Alors, c'est en 1936 que la température historiquement a été la plus élevée aux États-Unis et la sécheresse en termes de stress hydrique a été la plus forte depuis, de mémoire, le début des années 50. Mais, alors évidemment, nous avons le nez dans le guidon, nous venons de connaître 3 accidents climatiques majeurs en 5 ans, puisque l'année dernière, sécheresse aux États-Unis, alors ça a coûté, par rapport au niveau des emblavements, il y a 1 an aux États-Unis, on prévoyait une production de maïs de 370 millions de tonnes, in fine, ils ont fait 270 millions de tonnes. Donc vous voyez ce que ça représente. En 2010, la canicule en Russie, qui a été moins importante, même si elle a coûté quand même 30 à 40 millions de tonnes, qui étaient justement des tonnes que l'on aurait exportées de la mer Noire, donc ça a fait flamber les marchés. Puis il y a quelque chose, d'ailleurs j'aimerais bien que les climatologues me racontent des choses et me disent s'ils sont capables de me prévoir El Niño. Parce que El Niño, moi, ça nous intéresse beaucoup pour les productions agricoles. C'est un phénomène climatique dans l'océan Indien et Pacifique où, grossièrement, si j'ai bien compris, ce qui était chaud devient froid et ce qui était froid devient chaud. C'est à peu près mon interprétation. En économie, on sait tout prédire une fois que ça s'est produit. Voilà. Moi, ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est de savoir si vous êtes capable actuellement de me prévoir une année climatique normale. Mais pourquoi est-ce que actuellement nous avons une telle sensibilité à ces accidents climatiques? C'est que nous payons 20 années de non-investissement agricole. Pendant 20 ans, on a
rien fait en matière agricole. Au contraire, on a dit aux agriculteurs, surtout, n'intensifiez pas, surtout pas de productivité, surtout pas d'OGM ni rien. Le problème, et je suis tout à fait d'accord avec vous, le problème majeur du XXIe siècle, c'est le problème alimentaire mondial, c'est de nourrir les hommes. Et ça, Luis Fresco va en parler tout à l'heure, donc je ne dévoile pas son sujet, mais il est fondamental. Mais il me semble que par le passé, il y a eu des accidents climatiques de la même manière. La crise de 1848 en Europe, elle est provoquée par 2 ou 3 années de catastrophes climatiques, au moins dans ses conséquences de production agricole. Et la révolution de 1789, même topo, des années exécrables du point de vue climatique en 85, 86 et 87. Bon, il me semble que l'importance que nous donnons aujourd'hui à ce débat, qui est passionnant et que je n'arriverai pas à trancher entre ma droite et ma gauche, mais ce qui me fascine, c'est que ce soit un débat. C'est qu'en fait, nous n'avons pas grand-chose d'autre à discuter. Donc, nous nous projetons dans cette nouvelle idéologie, quelque part, de l'écologiquement correct, et on ne sait pas très très bien où se trouve l'écologiquement correct. Bon alors, je vais donner la parole à Marc Guillaume, qui souhaitait intervenir également. Oui, je vais essayer de ne pas être correct économiquement, mais je regrette en effet que chez les économistes, on a perdu un peu la passion que les climatologues nous permettent de savourer. Et autrefois, naguère, c'est-à-dire quand j'étais jeune économiste, il y avait les marxistes, et donc on s'est tripé avec autant de bonheur que mes collègues de gauche. Donc, je vais quand même essayer de me servir de Philippe Chalmin pour mettre un peu de controverse. Mais alors, vous allez le voir, c'est une controverse avec des points d'appui. C'est pas aussi frontal qu'on vient de le voir à l'instant. Mon premier désaccord, c'est il a opposé. Il avait 3 crises, n'est-ce pas? La grande crise et puis ensuite les 2 dernières. Moi, je pense que la crise de 72 est celle qu'il fait démarrer à 2008, moi je la fais démarrer à l'été 2007, mais enfin ça c'est secondaire. Mais la crise de 72 et la crise de 2007 sont évidemment différentes. Il y a eu entre-temps une mondialisation de la finance, mais il y a un lien entre ces 2 crises. Depuis 72, depuis la fin des 30 Glorieuses, nous avons découvert que le capitalisme fonctionnait par crise et par bulle, par succession d'éclatements de bulles. C'est son régime normal. C'est un peu un moteur à 2 temps, des périodes tranquilles, relativement tranquilles, soit tranquilles parce qu'elles sont masquées par une petite bulle technologique comme la bulle Internet, la nouvelle économie que Philippe a effectivement évoqué, ou alors un peu d'euphorie financière qui généralement n'est d'ailleurs pas bon signe, ou bien sûr une euphorie immobilière. Donc pour moi, le moteur industriel, moteur capitaliste, est un moteur à explosion, donc il est normal qu'il ait des crises, et c'est en ce sens que je rattache ces 2 crises, même si, je le répète, elles sont différentes. J'ai d'ailleurs, de façon générale, plutôt une approche génétique ou géologique. Il me semble que les choses se superposent. Il y a, par exemple, l'aspiration, en effet, la critique de la croissance qui existe disons, à partir du début des années 70, elle s'est maintenue. Alors, c'est vrai que la crise, le fait que le chômage, les urgences économiques qui touchent à la fois directement les personnes, mais aussi qui sont relayées par les médias. D'ailleurs, au passage, les médias qui ne donnent que les mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles, on leur dit, bon, ça, c'est pas un événement. Donc, c'est pour ça que, aussi, sur le changement climatique, il faudrait faire un bilan, justement, la descente de la ceinture, il faudrait l'analyser avec sérénité, et pas seulement compter les morts d'un côté, si on oublie les survivants de l'autre. Donc, ce qui se produit, c'est quand même une géologie avec une certaine permanence, une certaine rémanence des idées. Et là, je vais me servir de cette géologie pour être un peu plus frontal dans ma critique. Philippe Chalmin a rappelé une chose très, très, très évidente, et qu'il faut rappeler, le monde qui est actuellement en difficulté, c'est 1,5 milliard. C'est les avancés, les très avancés, les trop avancés. Et puis il y a 3,5 milliards qui sont derrière nous, qu'on appelle les émergents, mais en fait qui sont déjà émergés. Or, la croissance de 3,5 milliards de personnes,
On n'a pas besoin d'aller chercher dans l'épaisseur du trait. On comprend bien que ça ne va pas passer. Et on comprend bien, d'ailleurs, moi j'ai eu la chance d'avoir Maurice Allais comme professeur qui m'a fait comprendre que toute croissance, toute loi de Moore, tout 2%, c'est explosif. Il suffit que vous pliez un papier sur lui-même, vous vous rendez compte que ce qui croît explose. Et donc, là où je suis en désaccord avec beaucoup de mes amis économistes, c'est que c'est sur ce point central et très simple. Puisque la croissance ne peut pas se multiplier, puisque cette croissance va être, comme ça a été très bien dit par Philippe, comme cette croissance va être alimentée par 3,5 milliards de personnes, attention, on va dans le mur. C'est évident, c'est complètement évident. Et donc ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'il y ait... Alors, plus d'idéologie, je ne crois pas. Puisqu'il y a de la géologie, je crois que l'idéologie, elle est là. Je crois qu'il y a beaucoup de réflexions. Il y en a en Europe. Et ce qu'il faut vraiment souhaiter, c'est un énorme choc idéologique. C'est pour ça que je terminerai. C'est une citation que l'on fait souvent par Hölderlin. Là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve. Ce qui est notre chance, c'est les risques, c'est les crises. C'est là où, effectivement, une pensée d'après la croissance, une véritable pensée du développement peut se développer. Alors, voilà, avant de donner la parole à Philippe Palmin, pour vous rappeler qu'on parlera de population demain, bien évidemment, avec Jean-Louis Guigou et Hervé Lebras. Donc on aura vraiment un débat sur économie, croissance et population, dès demain matin à partir de 9h30. Voilà, je fais la publicité pour le jeudi. Philippe Chalmin, une petite réponse et puis on redonne la parole quelques minutes. On est pratiquement d'accord. Là où je ne suis pas trop d'accord, c'est que je mets bien à part, alors vous dites 72-2007, moi je dis 74-2008, mais nous parlons de la même chose. Pour moi, ce sont des crises qui sont différentes de la crise asiatique de 2009, de l'éclatement de la bulle Internet, de la crise boursière de 87, etc. Parce que là, c'était effectivement des explosions du moteur. J'aime bien cette image du moteur à explosion capitaliste. Je rappelle simplement, quand je parlais de la croissance économique américaine entre 1880 et 1914, tous les 5 à 7 ans, vous aviez à l'époque une crise qui était la crise des valeurs de croissance, des valeurs de chemin de fer, etc. Donc, je dirais, la crise, elle est normale. Là où 29, 74, 2008 sont différents, me semble-t-il, c'est qu'il s'agit de crises globales. Et à cette occasion, on s'efforce, on voudrait remettre à plat totalement le système. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait beaucoup, et aujourd'hui encore, il suffit d'ouvrir la presse, etc., la référence à la crise actuelle, tout le monde fait référence à 1929. Moi, peut-être parce que nous étions étudiants à l'époque, je trouve que la crise de 74, elle a été probablement tout aussi importante et elle a marqué une rupture. Hein. C'est quand même la fin des 30 Glorieuses. Pour le reste, on est bien d'accord. Alors, simplement, c'est vrai que nous, on n'a plus vraiment de débat idéologique. Alors, si, entre néolibéral et néo-keynésien, c'est pas très, très excitant, ça, hein. Merci. Comment ? Oui, moi j'ai fini. D'accord, très bien. Il y avait d'autres questions. On va les prendre rapidement et puis voilà, jusqu'à la demi. Oui, bonjour. Ça marche, Miko ? Philippe Dufour du commissariat à l'énergie atomique. Donc je vais m'adresser à mon ancien patron. Et aux énergies nouvelles maintenant. Hein. Et aux énergies nouvelles. Ah, oui. Mais c'est au sujet du nucléaire que je pose quelques points à M. Colombani, en tant qu'ancien ancien administrateur général du CEA. Dans votre exposé, cher ancien patron, je vous ai trouvé un peu léger sur le nucléaire. J'attendais beaucoup plus de choses que ça dans un exposé sur le nucléaire du futur. Et c'est pour ça que je vous offre deux petits points pour vous donner la parole par rapport à vos 4 collègues qui ont beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Il y a quelque chose que j'aurais aimé entendre développer, c'est sur la sûreté nucléaire, parce que nucléaire du futur, c'est avant tout sûreté nucléaire. Et aujourd'hui, on est tous traumatisés par l'accident de Fukushima, et en disant les Japonais sont des gens très avancés technologiquement, et ils ont eu cet accident. Alors la sûreté nucléaire, c'est un peu de technologie, et c'est beaucoup de culture. Et ça, de culture de sûreté, et ça, la culture de sûreté, c'est imperméable au Japon. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, mérite d'être un petit peu développé. Le deuxième point, c'est sur le nucléaire durable. Le nucléaire d'aujourd'hui, génération 3,
EPR, ce n'est pas du nucléaire durable. On n'a pas de ressources en uranium suffisantes pour alimenter des réacteurs comme ça pendant longtemps, pour peu qu'on utilise le nucléaire pour faire de l'énergie. Donc le nucléaire du futur, c'est certainement pas l'EPR, c'est génération 4. Et c'est un peu dommage de ne pas justement dire à quel point c'est crucial de ne pas remplacer le parc nucléaire français, puisqu'on est en Europe pour pouvoir être seul à faire du nucléaire. Quand le parc aura besoin d'être remplacé, ce n'est pas avec des EPR qu'il faudra le remplacer, c'est avec des réacteurs de génération 4. Alors, allez-y, oui, allez-y, n'hésitez pas. Ça met de l'ambiance. Alors une petite précision, c'est vrai que le titre, le nucléaire du futur, c'était la conférence prévue, donc c'est un petit peu de notre faute. On n'a pas pu changer le titre suffisamment à temps, parce qu'en discutant avec M. Colombani, il souhaitait, compte tenu de l'actualité aussi liée au gaz de schiste, au gaz de houille à l'époque, enfin à d'autres choses, à l'arrivée des renouvelables notamment, élargir son propos vraiment aux énergies au pluriel du futur. Voilà la petite précision qu'on pouvait vous apporter, et maintenant la réponse à vos questions. Juste un mot, hein, parce que je vais être très court. L'erreur qu'on pourrait faire, c'est dire Fukushima est un accident japonais. Attendez, c'est parce que... je dis, on pourrait faire une erreur. Je crois que l'erreur qu'il faut éviter, c'est de dire, comme on a dit, Tchernobyl était un accident russe, et d'une certaine façon, c'était un peu vrai. Mais dire que Tchernobyl est un accident japonais, ça, c'est pas vrai. Hein? Fukushima est un accident japonais, ça s'est passé. Si vous voulez, c'est une explication simpliste que j'ai lue, y compris sous la plume de gens que je respecte infiniment. Hein, donc, ils sont... sur votre deuxième point, le nucléaire du futur soutenable, c'est-à-dire, en fait, ce à quoi vous faites référence, c'est à l'utilisation de neutrons rapides, en fait, pour brûler des actinides mineurs ou pour brûler des, disons, même du plutonium, d'ailleurs. Enfin bon, oui, bien sûr. Est-ce que c'est véritablement soutenable ? Un peu plus que le nucléaire d'aujourd'hui. Mais si vous voulez, mon propos aujourd'hui, il était plutôt... Je néglige pas les avantages que pourrait avoir la génération 4. Je dis simplement que d'ici à ce qu'elle soit mise au point, homologuée, etc., on sera dans la deuxième moitié du siècle, hein, pour un déploiement éventuellement commercial. Et aujourd'hui, la véritable question qui se pose, c'est quel paysage énergétique après les shifts majeurs que sont Fukushima, Macondo, l'émergence du gaz de schiste, les révolutions arabes et éventuellement d'ailleurs les promesses du président de la République. Donc si vous voulez, tout ça se passe pas dans la deuxième moitié du siècle, ça se passe entre maintenant et 2030, 2035. Et là, les options, ce que j'ai essayé de démontrer, c'est que les options, finalement, c'est entre réinvestir dans le nucléaire pour passer, en oubliant les promesses, etc., pour continuer comme on a fait jusqu'à maintenant, réinvestir avec les réacteurs que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas, ou alors, si on est véritablement sérieux, dire, voilà, on va passer à 50%, ce qui me paraît être une promesse. Moi, c'est un peu comme les 75%. Hein. Pourquoi 50 ? Pourquoi ? Bon, si vous voulez, ça serait plutôt... mais l'alternative, dans ce cas-là, c'est vraiment le gaz. Et il n'y en a pas d'autre. D'ici à 2025, il n'y en a pas d'autre. Alors, juste avant de vous donner la parole, une question de Vincent Courtillot à M. Colombani. Oui. Attendez, juste parce que c'est sur le même sujet. Alors, c'est sur le... Non. Non, c'est bon. Allez-y, madame. Oui, donc là, excusez-moi, j'avais demandé la parole pour la climatologie. Annick Douguet-Droit, professeur émérite à MU. Je suis ici. Voilà. Bon, je ne veux pas reprendre point par point vos discussions, hein, absolument pas. Il y a un seul point que je voudrais aborder. C'est simplement, chaque fois que j'entends M. Courtillot, et je l'ai beaucoup entendu, c'est la façon dont il a tendance à caricaturer ce que disent les scientifiques qui ne sont pas de son avis. Et j'en prendrai pour témoin les deux dernières diapos, c'est-à-dire sa schématisation de la courbe de Hocquet, là, et ensuite en disant, voilà, deuxième diapo, voilà ce que nous proposons. Or, en fait, sur les 150 dernières années, la courbe que propose le GIEC, elle est très proche, un peu différente, mais très proche de celle que vous proposez, heureusement, Monsieur Courtillot. Les écarts sont moins grands, mais ils sont situés à peu près au même endroit, et il y a ces variations. Donc, si vous voulez, je vous dis, moi, ce qui m'horripile un peu, vous avez une faconde extraordinaire, admirable, c'est de trop en abuser.
Voilà. Bon alors, merci rapide. de relancer le débat, ça nous arrange pour le... Non, non. Très rapidement prochaine aussi, fois. je n'ai souhaité faire et voulu dans ces diapos que vous citez aucune caricature, mais quelque chose de tout à fait sérieux que j'ai soumis comme article à une revue internationale qui vient d'être accepté, qui sera publié en juillet et dans lequel justement, je pense très important de distinguer, et la courbe dont vous parlez est en effet pas la courbe en exponentielle exacte, mais une courbe avec des ondulations qui justement a comme problème qu'elle rate l'ondulation de 60 ans que vous avez vue. C'est un travail de Madame Lin. Et donc, je veux dire simplement qu'il n'y a aucune caricature, que c'est publié et que cette différence est fondamentale. Voilà. Et puis, j'avais une question à poser à Pascal Colombani, mais si on n'a pas le temps... Qu'est-ce que là, je croyais l'avoir fait. Ah si, j'ai écouté, mais j'ai du mal à comprendre. Non plus, je dois dire. Je vous écoute. Je vous disais que celle-là qui était votre courbe, celle-là en fait a des ondulations qui sont localisées exactement aux mêmes endroits que les courbes du GIEC des 150 dernières années. J'ai très bien compris, je vous ai répondu. Les différences entre le modèle GIEC et plus exactement le modèle de Madame Lin et les nôtres sont fondamentales et font l'objet de l'article dont je viens de vous dire, où nous montrons de la même façon que cette différence est fondamentale. Et voilà, donc ce que vous dites est un peu vrai, mais pas beaucoup. Bon, de toute façon, on ne va pas trancher, hein, je ne pense pas cet après-midi. On va prendre une dernière question, remarque. On vous écoute et après on va... Comment ? Oui, rapidement. Donc, Pascal Bron, donc ingénieur en énergétique. Un point. Oui, oui, on vous entend. Il n'y a pas de bouton, ça marche. Sous le menton, d'accord. Oui, oui, oui. C'est pour M. Colombani, dont je remercie d'ailleurs le côté apparemment équilibré. Je dis apparemment parce que je ne suis pas capable de le juger. D'exposé qui m'a paru très équilibré. Concernant les risques, les crises et les opportunités, il se pose le problème de la gouvernance. Vous avez très rapidement parlé de Fukushima. Mais Fukushima, on savait qu'une vague de plus de 10 mètres, ça existe au Japon, à cet endroit-là. On savait qu'une immersion des pompes arrêterait le refroidissement. On savait que d'arrêter le refroidissement créerait un certain nombre de fusions, etc. Le problème, c'est que la majorité des gens concernés par les décisions ont fait les aveugles, n'ont pas voulu le voir avant. Et ça pose le problème des crises, parce que M. Schelman nous a bien dit que les crises, on n'en sort pas par une bonne gouvernance, on en sort grâce à des événements extérieurs. Alors c'est un peu inquiétant sur la gouvernance de notre monde, qui est fragile par cette technologie. Voilà, c'est une question en fait. Non, c'est juste un... Ah bon. Juste un mot, alors, si vous voulez. Voilà, un mot. Vous touchez à un sujet qui est tout à fait fondamental. Et quand on discute de risque, en général, on mélange risque et incertitude, si vous voulez. Et bon, quand vous acceptez de prendre un risque, quand les incertitudes que vous avez sur le fait que tel ou tel événement risqué peut se produire est acceptable. Par exemple, vous utilisez tous vos téléphones portables, alors que dans la littérature, vous disent qu'il y a effectivement un risque. Mais vous acceptez, vous pensez tous que l'incertitude est suffisamment faible, en quelque sorte, pour vous permettre quand même d'utiliser tous les jours vos téléphones portables ou la pilule pour les dames, ou etc. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont utilisées, si vous voulez, avec en faisant référence... Bon, le risque est limité par la limitation de l'incertitude que nous avons sur les mesures. Alors, ça peut être réel ou ça peut être simplement perçu. Dans le cas de Fukushima, vous aviez un événement. Alors, je passe, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait dire sur la gouvernance de TEPCO, etc. Mais, si vous voulez, vous avez une centrale dimensionnée pour un séisme de magnitude X, 9, je crois, hein, bon, 8 peut-être, d'accord. Et voilà, il s'est passé un événement non prévu, donc hors de la marge d'incertitude, hors de la marge acceptable, et voilà, ça arrive de temps en temps, effectivement. Et aujourd'hui, comme l'a dit Claude Lacoste il n'y a pas tellement longtemps, les centrales françaises sont aussi dimensionnées en fonction d'un certain nombre de paramètres, et voilà, c'est... Oui, oui, mais... Ah ben ça, je ne sais pas. Alors là, si vous voulez... En fait, Fukushima s'est arrêté
au moment du séisme, et c'est bien le tsunami qui a arrêté le système de refroidissement. Hein. Je voudrais faire un micro-commentaire. C'était le sujet de ma conférence ici l'an dernier, donc vous pourrez le trouver dans le bouquin. Je pense que ce que vous avez dit mérite quelques commentaires et quelques détails. Je dirais l'un seulement que tout le monde a vu aujourd'hui avec les photos de Pascal. Vous avez vu que malheureusement, la Terre a été descendue d'une altitude de 40 mètres à quelque chose comme 8 mètres à partir d'une estimation de tsunami maximum qui aurait fait 7 mètres d'altitude. Il ne prévoyait pas un magnitude 9 et les 14 mètres de la vague qui sont quand même liés à la magnitude du tremblement de terre. Et s'il n'avait jamais creusé ça, il n'y aurait jamais rien eu. Juste pour dire que ça donne des leçons importantes, mais qu'arriver à comprendre comment ce magnitude 8 et son tsunami affectant l'électricité d'une centrale qui malheureusement a été abaissée pour faire des économies et la refroidir de 40 mètres, a comme conséquence d'arrêter le plan allemand qui n'a rien à voir, est quelque chose qui me stupéfait. Bien, merci. Alors, on va conclure sur ce plan si vous voulez bien, parce que je ne voudrais pas réduire le temps de parole des autres intervenants, il faut respecter tout le monde. Comment? Qu'est-ce que c'est? Vous avez une question? Non mais on ne peut plus là, on a déjà débordé de plus d'une demi-heure. Comment? Bon alors allez-y. On va déborder ce soir, hein, je vous le dis, hein, 18h15 au moins. Hein, voilà. Monsieur Colombani, s'il vous plaît. Monsieur Colombani, une dernière question qui est... Oui. Je respecte tout à fait votre intervention et je n'ai aucune idée préconçue contre le nucléaire, mais pendant votre intervention, j'ai vu plusieurs réactions de la salle à 4 points que vous avez évoqués. Notamment le fait qu'à Fukushima, il y avait eu 0 victime. Je ne suis pas sûr qu'on soit tous d'accord. Le fait qu'avec les générations 4 de réacteurs, on n'ait aucun risque, ce qui me semble faux. Le fait que si on sort du nucléaire, on sera obligé de revenir au gaz. Il y a d'autres sources d'énergie et différents scénarios possibles. Et enfin, le fait que les petits réacteurs dont vous parlez tout à l'heure sont sans risque. Donc on ne va pas avoir le temps de tout venir. Je n'ai pas compris le dernier point. Vous aviez parlé des petits réacteurs et vous nous aviez fait l'exemple des petits réacteurs japonais. Vous dites qu'il n'y a aucun risque. Et dans votre exposé, vous n'avez absolument pas parlé des risques sur les humains, des irradiations nucléaires. Donc je n'ai rien contre le nucléaire, simplement que j'aimerais que vous précisiez un petit peu, dans l'accident de Fukushima, s'il y a réellement eu 0 victime à Fukushima ou s'il n'y a pas eu des milliers de gens qui ont eu différents problèmes suite à ces irradiations. Écoutez, bon, sur Fukushima, moi, si vous voulez, bon... Sur Fukushima, il me semble que personne n'est mort d'irradiation à Fukushima. Alors, est-ce que... Alors, bon, il me semble. Bon, donc, si vous voulez, je pense que si ça avait été le cas, ça aurait fait les gros titres de la presse. Je ne me souviens pas les avoir vus. Bon, alors, peut-être pouvez-vous en trouver un ou deux. Peut-être, hein, je ne sais pas. Alors, sur les petits réacteurs, j'avoue que je ne comprends pas très bien votre question. Quelle est la question réellement sur les petits réacteurs? Vous avez compris la question? Non mais attendez, monsieur, mais bien sûr que tout est dangereux pour les êtres humains, si vous voulez. Le plus grand danger étant de naître. À partir de là, on a un vrai problème. Hein, mais si vous voulez, encore une fois, vous avez à trouver, je crois que mon exposé était suffisamment équilibré pour ne pas traiter ce genre de critique. La question est de savoir, dans une diversification énergétique qui est nécessaire, faisons les bons choix. Et faisons les bons choix en fonction des risques à courir et des solutions qu'on peut apporter raisonnablement à ces risques et des risques que les populations sont prêtes à subir. Voilà. Vous n'êtes pas prêt à vivre à côté d'un petit réacteur. Il y a peut-être d'autres gens qui sont prêts à le faire. En Angleterre, il y a des gens qui sont prêts à accepter la construction de centrales nucléaires. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Rien. Hein, voilà. Bon. Mais ceci dit, on touche à un point très très important qui est effectivement ce que je disais à monsieur tout à l'heure. On ne peut décider d'options techniques qu'en fonction des incertitudes qu'on connaît sur les différents paramètres qui gouvernent ces options techniques. Et une fois qu'on a décidé, eh bien, il reste encore la possibilité qu'on soit trompé, évidemment. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé à Fukushima, non pas tellement en abaissant le niveau des réacteurs, mais parce qu'il y avait eu d'autres problèmes avec la gouvernance. En particulier, c'était des réacteurs anciens, etc. Bon, on pourra en parler pendant des heures.
Effectivement. Si je oui, peux alors, me permettre, vraiment en 30 secondes. gardez-vous quand même de toute analyse manichéenne dans lequel il y aurait les bons et les mauvais. Et Fukushima et les gaz de schiste nous en offrent une illustration merveilleuse. Nous avons vis-à-vis du climat les bons Européens et les mauvais Américains. Je vous rappelle que les mauvais Américains qui n'ont pas ratifié Kyoto, donc ils vivent dans le péché le plus absolu. Le problème, c'est qu'avec leur gaz de schiste, ils ont augmenté la production d'électricité à partir du gaz, et donc que la trace carbone de la production d'électricité aux États-Unis a diminué. En même temps, comme aux États-Unis, on produit beaucoup de charbon. Ce charbon s'est trouvé libéré sur les marchés mondiaux et accessible. Le prix de la tonne de charbon vapeur ramené à Rotterdam a diminué. À ce moment-là, à cause de Fukushima, les bons Allemands, très soucieux de tous les problèmes environnementaux comme nous le savons, eux ont décidé d'abandonner le nucléaire. Alors c'est bien de dire j'abandonne le nucléaire, mais le renouvelable c'est pas suffisant, donc il faut relancer la production d'électricité thermique. On peut le faire à partir de gaz, mais ça coûte cher, ça vient de Russie, etc. Et justement, il y a le charbon américain. Et donc, la conséquence de ces événements croisés, Fukushima, la révolution énergétique américaine, etc., fait qu'aujourd'hui, le contenu carbone de la production d'électricité aux États-Unis a diminué, alors qu'il a augmenté en Allemagne. Fin de la démonstration. Oui.